Alors, on se posait une petite question quand même, la question la plus importante, la question la plus fondamentale. Finalement, dans ce dur métier, blanchiment, financement du terrorisme, embargo, sanctions, conformité, mais est-ce qu'on peut encore faire notre métier? Jacques Molgo, Air Liquide, Nicolas Stucken, Swift, pour nous tenir éveillés sur ce sujet de la conformité. Pour avancer, c'est là. Ici. Oui, on écoute. Bonjour à tous. Bon, ça va être dur de vous tenir éveillé avec ce sujet, mais on va essayer. Quelques mots sur le groupe Air Liquide déjà. Donc, leader mondial des gaz, des technologies et des services pour l'industrie et la santé. Trois chiffres clés, 15 milliards de ventes, 80 pays, 50 000 collaborateurs. Voilà le cadre. Voilà le cadre de nos interventions. On est présent sur tous les continents. C'est une entreprise qui a été créée en 1902. Donc c'est une vieille entreprise par son âge, mais qui essaye d'être innovante et de continuer à être sur la scène et à essayer d'anticiper et d'innover. Je vais vous dire quelques mots de l'organisation de la Trésorerie Group, qui est localisée à Paris. Donc la Trésorerie centrale compte une vingtaine de personnes. Le rôle, elle est Quai d'Orsay à Paris. Son rôle, c'est de traiter les flux, de traiter les risques, de globaliser la gestion des relations bancaires, d'organiser le cash management, les financements du groupe. Donc un pôle classique, financement groupe rating, des pôles aussi assez standards, front, back, middle office, un contrôle interne, une cellule gestion du BFR et évidemment une cellule système de l'information et projet sur laquelle on va revenir tout à l'heure. En termes de système, assez classique aussi, j'ai envie de dire, une partie pour le dealing, donc essentiellement la gestion du risque de change, puisque sur le taux et sur les commodities, l'industrie n'est pas à un degré d'électronique encore très très fort pour nous permettre de travailler avec 10-12 banques de façon optimale via des plateformes. Donc FXall comme système de dealing et aussi comme système de confirmation électronique. Ensuite, le cœur KTP, auquel on a rajouté une couche web pour pouvoir dialoguer avec les filiales récemment. Et puis côté communication bancaire, donc Kyriba, qui est notre gateway Swift, pour recevoir les relevés et mettre les paiements pour toutes les opérations de la Trésorerie Group. Côté filiale, donc une organisation un peu duale, assez décentralisée, avec des filiales en fonction de leur taille qui sont soit toutes seules pour faire leurs paiements, soit organisées via des centres de services partagés, qu'on va retrouver aux États-Unis, à Houston, puisque c'est dans cette région des États-Unis où le business gaz est assez important, hein, Mississippi River, Gulf Coast, mais aussi en Allemagne, à Shanghai, dans le hub de Dubaï. Donc un grand nombre de filiales. Je ne pourrais pas dire si c'est 400 ou 800, hein, mais en tout cas en opérationnel et régulière sur les problématiques de gestion des risques, par exemple. On a au moins une centaine d'interlocuteurs. En termes de flux traités, donc au niveau des filiales, c'est essentiellement des paiements, puisque pour tout ce qui est intra-groupe, c'est la trésorerie qui va organiser via un outil de netting tous les settlements possibles, si possible sur des comptes courants. Et en termes de système, donc on n'est pas encore allé à une intégration globale de tous les systèmes de paiement, mais on a sélectionné un certain nombre de partenaires bancaires et de solutions de règlement en e-banking. Conclusion, une infrastructure de trésorerie groupe avec des processus de paiement qui sont centralisés en ce qui concerne la gestion des risques, essentiellement. Par contre, les paiements sont plutôt décentralisés.
Air Liquide Finance SA, donc notre centrale de trésorerie, une filiale à 100% d'Air Liquide SA. Donc c'est le centre d'expertise dont je vous parlais, qui garantit aux filiales le meilleur pricing, qui garantit une palette de solutions larges avec des experts sur les marchés, sur les règlements, sur la conformité ou sur les projets. Donc on va jeter un œil sur les différents projets qui nous ont pas mal occupés ces différentes années. En parlant de réglementation au sens large, on a commencé avec les flux, hein, depuis l'euro quasiment. La marche SEPA, donc ça a donné lieu à 2 grands projets. Un premier projet à partir de 2008, plutôt axé sur le SEPA Credit Transfer, plus tard sur le prélèvement européen. Et puis à partir de 2012, la conformité Dodd-Frank est EMIR, puisque notre périmètre d'action, c'est de pouvoir offrir des services de hedging à toutes les filiales du groupe dans les pays où c'est possible. Du coup, on a internalisé les obligations de reporting en particulier, puisqu'on était en dessous des seuils et on n'avait pas à rentrer dans de la compensation. Mais malheureusement, ce ne sont pas les seules réglementations auxquelles on a dû faire face et s'équiper, s'outiller. Donc, j'ai fait un petit extract de quelques acronymes barbares qui sont assez représentatifs. Donc, les sanctions pour un groupe international, ce n'est pas simplement auprès du Trésor ou de la Banque de France qu'on va pouvoir trouver les textes, les sources, les obligations, mais il va falloir aussi être en conformité avec les sanctions des différents pays, voire dans un pays donné des différents organismes publics. Hein. On a pu voir lors de sanctions et d'amendes qui ont été infligées à des banques notamment, qu'il n'y avait pas une seule cellule qui pouvait légiférer, entre guillemets, mais plusieurs. Aux États-Unis, le Department of Justice, l'OFAC évidemment, l'Office of the Controller, enfin plusieurs organismes dans différents pays, donc une complexité à gérer les flux accrue. Du coup, on s'est demandé quel était le rôle du trésorier là-dessus. Donc le trésorier, évidemment, il est souvent le premier qui est contacté dès qu'il y a un problème sur un compte bancaire. Donc c'est par là souvent que ça a commencé, en disant, ben voilà, j'ai reçu un paiement, est-ce que vous pouvez me donner la facture? C'est sur un pays, c'est sur une liste de sanctions dans notre banque, donc est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Du coup, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut attendre le warning des banques pour pouvoir travailler correctement? À cette question, on a plutôt répondu non, en disant, en termes de best practice, il faudrait pouvoir internaliser ce contrôle et pas simplement se reposer sur les banques, ce qui pose aussi un certain nombre de questions. Hein. Qu'est-ce qu'on filtre? À quel niveau est-ce qu'on filtre? Tout à l'heure, il y avait un intervenant d'Airbus ou de Sanofi, je ne me rappelle plus laquelle, qui disait on a un contrôle à 2 niveaux, au niveau opérationnel des filiales, et puis un peu en deuxième rideau au niveau central. Nous, c'est un peu la philosophie qu'on a pris, d'avoir au niveau des business, dès qu'ils rentrent en relation avec un nouveau fournisseur ou un nouveau client, avoir déjà un premier screening, un premier check. Hein, on regarde la solidité financière. Ben, on va aussi regarder si ce fournisseur n'est pas sur une blacklist d'un pays donné ou sectoriellement dans une liste sectorielle. On s'est aussi dit, est-ce qu'on filtre que la partie sortante? Est-ce qu'on regarde également les flux qui rentrent? Est-ce que ça peut être une bonne alarme? Donc la réponse notre choix, ça a été de dire, c'est d'abord en priorité les flux sortants, mais regarder les flux entrants, ça a aussi de la valeur. Ça ne permet pas de les bloquer, puisqu'une fois que c'est sur le compte bancaire, ça y est. Mais au moins, ça peut nous pousser à vérifier un certain nombre de choses. Je pense à des schémas de paiement indirect. Hein. On a contracté avec une entité d'un pays, on reçoit le paiement d'un autre pays. Dès que ça commence à être la Suisse, le Panama ou autre, on peut se poser des questions. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Au niveau des filiales les plus internationales qui ont le plus de flux import-export, c'est celles-là qui ont été équipées en priorité, avec une responsabilisation au niveau des business. Donc on n'a pas souhaité tout contrôler et tout faire tout seul et au niveau de la trésorerie centrale. On estime qu'il y a plus de valeur et plus de connaissances sur le terrain. Par contre, on s'est dit, au niveau de la trésorerie groupe, même si ce n'est pas exactement le même type de flux, on a quelques flux opérationnels sur lesquels on doit faire le même type de check. Et donc, si un jour cette cellule devenait une payment factory européenne ou globale, ça serait bien d'avoir déjà ce cadre en place. Plusieurs facteurs poussent dans ce sens, hein, l'internationalisation, l'augmentation des volumes, et puis tout simplement le changement et la rapidité de changement des différentes réglementations, puisqu'on peut rentrer dans un pays à un moment, ce pays est blacklisté et il faut pouvoir en sortir. Donc cette gestion-là, il ne suffit pas de le gérer une fois à l'entrée en relation, il faut la gérer pendant toute la continuité des contrats. Évidemment, le dernier bullet point, intérêt en termes d'image, de contrôle interne, mais aussi tout simplement pour revenir à la gestion de trésor, c'est un peu le métier de base du trésorier, de s'assurer qu'il n'a pas des fonds qui dorment quelque part et qui ne sont pas rémunérés, puisque avoir un hit, avoir un paiement qui est bloqué par une banque pour un motif de screening positif, ben c'est des fonds qui sont potentiellement pas rémunérés. Vous avez été débité, vous croyez avoir payé votre fournisseur, mais en fait vous ne l'avez pas payé parce que la banque l'a bloqué. Comment est-ce que vous gérez ça? Donc on s'est dit que plus on travaillait sur ce sujet-là, plus on arriverait à être en relation de confiance avec nos banques et plus on résoudrait les problèmes rapidement. On travaille avec Kyriba comme plateforme de communication bancaire, donc évidemment on serait content d'avoir quelque chose qui nous permette de faire ça. Fircosoft est un exemple d'agrégateur de listes de différents pays ou différents types de sanctions. Donc c'est un partenariat qui nous plaît bien pour pouvoir continuer à avancer sur le sujet. Ce n'est pas le seul player, et donc je vais donner la parole pour vous montrer une autre solution à mon collègue de Swift. Nicolas, donc la question est simple. Swift a créé toute une organisation pour s'occuper de sanctions. A priori, c'était pour les banques. Est-ce que ça peut servir à quelque chose pour les entreprises? Merci Hervé. La réponse est oui. Donc voilà, je vais me présenter d'abord pour commencer. Je vous expliquerai ça un peu plus en détail. Donc Nicolas Stuckens, je suis responsable de nos services de sanctions pour Swift. Donc je ne vais pas vous introduire Swift. Je pense que vous connaissez Swift, vous connaissez la tuyauterie du monde bancaire, vous connaissez notre offre de connectivité. Mais ce que peu de gens, enfin beaucoup de gens ignorent malheureusement encore, c'est qu'on a aussi toute une offre de services de conformité. Dans le courant des années 2011-2012, Swift a commencé à s'intéresser à la problématique que les banques rencontrent dans le domaine de la conformité pour voir quel type de services on pouvait offrir pour répondre dans un premier temps aux besoins des banques, mais dans un deuxième temps, on a élargi cette offre de services aussi aux entreprises. Donc je vais essayer de vous illustrer un tout petit peu le type de problématique que les banques rencontrent. Pourquoi les banques? Parce que principalement c'est le secteur que je connais le mieux, mais ces problématiques s'appliquent de manière égale à n'importe quelle entreprise qui décide de faire du filtrage de transactions. Alors on a différents types de problématiques. On a une problématique qui est liée principalement aux listes de sanctions. Les problématiques liées aux listes de sanctions sont, dans un premier temps, comme Jacques l'a illustré, quel type de liste? Quelles sont mes obligations? Dans quel pays, dans quelle juridiction suis-je actif? Et donc, par rapport à quelle réglementation dois-je me conformer? Une fois qu'on a pu déterminer quelles sont les listes, les réglementations et les obligations, il faut trouver ces listes. Alors ces listes, bon, certaines sont très très visibles, sont bien connues, comme la liste OFAC, comme la liste de la Commission européenne ou du Trésor britannique. Et vous pouvez le trouver sur les sites des régulateurs, mais d'autres listes sont un petit peu plus obscures. Ça pose déjà un problème.
Ensuite, on a une réelle problématique au niveau du manque d'uniformité des formats de ces listes. Donc toutes ces listes sont publiées par des autorités dans leurs formats qui leur sont propres, sur des sites web qui ont chacun leur type de manière d'accéder à la liste, qui parfois permettent des téléchargements automatiques ou des notifications quand il y a des mises à jour, parfois pas. Donc ça demande un suivi et ça demande toute une série de procédures pour accéder à ces listes. Ensuite, même quand on a accès à la liste, ces listes ont chaque fois des formats différents. On a des listes au format XML, on a des listes au format Excel, qui peuvent encore être plus ou moins processées par des systèmes informatiques. On a encore des tas de listes qui sont au format PDF et qui donc doivent être réencodées par quelqu'un dans un système d'information. Le meilleur exemple, c'est encore la liste de la Commission européenne, dont la seule véritable liste est le journal officiel de la Commission européenne. La liste électronique fournie par la Commission est maintenue avec un best effort basis, mais ne garantit pas l'exactitude du contenu. Donc ça pose un réel problème en termes de confiance et en termes de pouvoir s'appuyer sur des systèmes d'information et de processing automatisé. Ensuite, même au sein de ces listes, on n'a pas une normalisation des champs. Moi, j'ai assisté à des débats entre les Nations Unies et OFAC sur comment structurer la liste de manière commune, et on a parlé une matinée entière pour déterminer qu'est-ce que c'est un nom. Comment est-ce qu'on structure un nom? Alors, chez nous, en Europe, en France, en Belgique, on a nom, prénom. Aux États-Unis, on va avoir nom, middle name, last name. Dans les pays islamophones, on aura d'autres manières de structurer les noms. Les latinos auront quatre composantes. Enfin, donc, on a une réelle problématique d'uniformisation de la manière dont on définit les champs au sein d'une liste. Et puis, alors évidemment, on a toute la problématique des variantes linguistiques, des translittérations, des caractères, etc. J'ai un exemple assez flagrant aussi à ce sujet. Quand Mouammar Kadhafi a été sujet à sanctions, le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné une orthographe de Mouammar Kadhafi. Les Américains ont produit 8. Il n'y avait aucune concordance entre celle des Nations Unies et les Américains. Et un groupement de banques qui a commencé à faire de la recherche sur différents sites web a trouvé 112 alternatives, 112 orthographes de Mouammar Kadhafi. Alors vous pouvez imaginer la problématique quand on doit essayer de gérer ce type d'informations. Ensuite, on a aussi de plus en plus des programmes de sanctions qui évoluent et qui créent des obligations au-delà de simplement une liste. Alors il y a un programme de sanctions qui a été lancé récemment par les États-Unis et qui a été suivi dans le cadre des sanctions contre la Russie ou contre la Crimée, qui s'appelle Sectorial Special Identification Investment List, qui veut que, au-delà de simplement bloquer les transactions et les avoirs des gens qui sont sur la liste, il faut aussi bloquer toutes les transactions pour les sociétés qui sont détenues à 50% ou plus par ces individus. Donc ça veut dire qu'au-delà des 70 individus qui sont fournis sur la liste, les banques doivent rechercher à travers des structures de corporate ownership les filiales et les autres entités qui sont détenues par ces individus. Et ça pose un réel problème parce que ça évolue constamment. Il faut être expert dans le droit juridique principalement de la Russie, dans ce cas-ci, pour comprendre comment l'ownership structure fonctionne. Et surtout aussi parce que ça évolue très très vite. Notamment aussi parce qu'ils ont une volonté délibérée d'évader certains programmes de sanctions et que donc ces sociétés ont eu beaucoup de changements en termes de structure d'ownership récemment. Donc, au-delà de simplement le contenu des listes, il y a beaucoup de recherches à obtenir. Et ensuite, la dernière problématique, c'est que toutes ces listes évoluent très très vite. La plupart des institutions qui sont actives sur la scène internationale font face à des mises à jour quotidiennes pour ces listes. Donc vous pouvez imaginer tout le travail de récupération, de normalisation, d'agrégation, de vérification du contenu, de recherche, etc. C'est véritablement un boulot à temps plein pour parfois plusieurs personnes, juste en termes de gestion des listes. Alors évidemment, on arrive souvent à avoir des organisations qui centralisent toutes les opérations de filtrage, mais ça aussi, ça crée une complexité au niveau des systèmes, puisqu'on centralise, mais les obligations diffèrent par pays, donc on n'a pas forcément les mêmes obligations qui s'appliquent en fonction de chacune des filiales. Donc ça, c'est pour la problématique des listes. On a aussi toute une problématique au niveau opérationnel pour les banques,
puisque ici, l'exemple que je voudrais mettre en avant, c'est que donc, une fois qu'on a identifié les listes, le jeu consiste à vérifier, à filtrer les transactions, mais aussi les bases de données clients contre le contenu de ces listes. La problématique qu'on a ici, c'est deux choses. C'est effectivement de procéder à la comparaison, mais surtout la gestion des alertes qui en découlent. Ce qu'on a vu, c'est que les listes de sanctions sont en augmentation constante en termes de nombre d'entrées, mais aussi en termes d'enrichissement, puisqu'il y a de plus en plus de recherches qui sont faites par l'intelligence service des Américains et des autres gouvernements pour rajouter de l'information sur les listes, rajouter des synonymes par rapport aux gens qui sont désignés, et donc ça crée de plus en plus d'alertes. Le problème du filtrage des transactions, c'est que, donc pour reprendre l'exemple de Muammar Kadhafi, un filtre aujourd'hui ne va pas se contenter de détecter uniquement des concordances exactes par rapport aux noms qui sont sur la liste. Il va faire ce qu'on appelle du fuzzy matching. Et donc, quand on fait du fuzzy matching, on crée plus d'alertes que nécessaire. Pourquoi ? Pour pouvoir être sûr que, justement, s'il y a juste une typo ou une variante phonétique ou orthographique dans le nom, on va être capable de la détecter. Mais ça, évidemment, malheureusement, dans le process, on alerte toute une série de paiements qui n'ont pas lieu d'être alertés et qui donc demandent un suivi manuel, et on recontacte le département de trésorerie où on demande à l'initiateur du paiement de fournir plus d'informations sur le bénéficiaire, le donneur d'ordre, etc. Évidemment, on a toute une série de banques qui, elles, ne sont pas à l'origine d'un paiement ni en fin de chaîne, mais qui sont juste des intermédiaires, qui, eux, ont aucune visibilité sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire. Donc, obtenir cette information est encore plus compliqué et donc retarde le paiement. L'effet collatéral de ça, c'est que si on considère que les listes ont augmenté de 20% par an en termes de nombre d'entrées, si on prend aussi simplement les volumes SWIFT comme référence et qu'on considère que ces volumes augmentent de 10% par an, ce qu'on constate, c'est que toutes choses étant égales par ailleurs, tous les 4 ans, on va avoir un doublement du volume d'alerte. Et donc, 2 fois plus de gens à consacrer à revoir les alertes, les paiements qui sont bloqués. Ça, c'est si toute chose restait égale. La tendance, pour le moment, est effectivement d'être plus précautionneux que nécessaire, et donc de baisser parfois son seuil de fuzzy matching, de créer plus d'alertes, de commencer à filtrer plus de transactions, de rajouter plus de listes, etc. Donc ça crée encore un effet accélérateur par rapport à cette augmentation du volume d'alerte. Ensuite, on a l'aspect risque. Alors, au niveau gestion du risque, il y a un phénomène qui est assez frappant pour le moment, principalement dans le milieu bancaire, c'est le phénomène qu'on appelle le de-risking. Donc, on constate qu'énormément d'institutions revoient leurs relations de correspondent banking et prennent des mesures radicales et terminent certaines relations quand elles estiment que les contrôles financiers, les contrôles de criminalité financière de ces correspondants ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Pourquoi ? Parce que si un correspondant a des contrôles faibles, c'est toute la chaîne, tout le monde financier qui peut être en danger. Et on a vu récemment, il y a un exemple pas plus tard que la semaine passée, une banque à Andorre qui a été désignée comme sujet ou comment on appelle, primary money laundering concern par FinCEN. La banque a été immédiatement isolée du secteur financier. Tout le monde a terminé ses relations de correspondance avec cette banque-là. Alors, on n'est pas toujours dans des cas aussi radicaux où la banque est explicitement pointée par le régulateur, mais énormément de banques ont terminé, et c'est le chiffre ici, 50%, n'est pas sous-estimé. De nombreuses banques américaines ont clôturé plus de 50% de leurs relations de correspondent banking. Donc, l'autre aspect risque qui est assez connu, c'est qu'à ce jour, le slide n'est d'ailleurs plus à jour, puisque Commerzbank a aussi a obtenu un settlement la semaine passée. Donc, on est à 15,5 milliards de dollars d'amendes combinées depuis 2009 pour toutes les banques qui ont fait l'objet d'amendes dans le cadre de sanctions. Donc, il y a un réel risque en termes de problématiques financières, mais l'impact va bien au-delà de ce que vous voyez en termes d'amendes. Clairement, toutes les banques qui ont été sujettes à un settlement vis-à-vis du régulateur ont dû rentrer dans des programmes de rémédiation qui sont bien plus conséquents en termes de transformation, en termes d'investissement, en termes de revue de leur système, en termes de frais juridiques, que juste le coût de l'amende.
Alors, on a vu aussi, par exemple, dans le cas de BNP, il y a eu une interdiction temporaire de faire du clearing en dollars. Donc, on commence à avoir des pénalités qui vont au-delà simplement d'une pénalité financière, mais qui commencent à être vraiment des interdictions de faire certains business, et qui vont probablement être des cas qu'on va revoir dans les mois à venir. Ce qu'on constate aussi, c'est que les régulateurs font de plus en plus attention à la qualité du filtrage. Alors ça, c'est aussi une problématique que SWIFT a voulu adresser en créant un service qu'on appelle Sanctions Testing, qui permet aux banques de valider la qualité de leur contrôle financier, valider la qualité de leurs filtres. Donc les banques qui terminent leur relation de correspondance, j'ai expliqué, il y a deux sources ici. Alors il y a soit effectivement la faiblesse des contrôles financiers, l'autre aspect c'est le manque de rentabilité sur certains correspondants quand on voit les efforts qu'on doit faire en termes de suivi et de conformité. Puis l'impact se fait ressentir à travers toute la chaîne pour toutes les banques, que les banques soient petites ou grandes. Ce que SWIFT a voulu faire avec son offre de filtrage, c'est principalement cibler les petites banques, les petites structures pour lesquelles l'investissement dans un filtre, dans un service de filtrage de transactions était démesuré. Parce que l'investissement en software, parce que l'investissement en expertise, l'investissement en suivi de liste est quelque chose de beaucoup trop conséquent pour une dizaine, une centaine de transactions par jour. Donc la plupart des grandes institutions, généralement, peuvent se permettre d'investir dans des systèmes, eux ont plutôt une problématique de gestion des niveaux d'alerte. La plupart des petites banques, c'est plutôt l'investissement dans les systèmes, dans l'expertise, et d'où l'offre de sanctions que SWIFT a mis au point. Donc je vous inviterai après à venir voir notre atelier où on vous détaillera l'offre Sanction Screening plus en détail. Enfin, si j'ai encore 2 minutes 2 minutes. 2 minutes, ok. Donc juste pour dire, en termes de problématiques, clairement, au niveau de l'industrie financière, tout le monde est parfaitement conscient que les sanctions vont continuer à perdurer. On constate même une généralisation de l'utilisation des sanctions en termes de politique internationale. Donc clairement, les banques continuent à investir dans les systèmes et vont continuer à renforcer leur contrôle. Je l'ai dit, donc on constate aussi une évolution des programmes de sanctions. Donc on n'est plus simplement à vérifier des noms contre des listes, mais il y a des obligations un peu plus complexes qui émergent. Une autre problématique, mais plus opérationnelle et qui, je pense, touche plus le monde des entreprises aussi, c'est la problématique du filtrage des transactions uniques, donc les messages FIN principalement, pour lesquels la plupart des banques sont aujourd'hui bien organisées par rapport à la problématique du filtrage des transactions sous forme de fichiers. Donc très souvent, quand vous envoyez un fichier avec plusieurs instructions de paiement à votre banque, chacune de ces transactions devrait faire l'objet d'un filtrage individuel plutôt que de filtrer l'entièreté du fichier. Puisque si on filtre le fichier, on va bloquer l'ensemble des transactions et pas la transaction qui pose problème. Donc là aussi, il y a toute une problématique où les banques aujourd'hui sont en train de réfléchir à comment restructurer leur processus en termes de filtrage des transactions sous forme de fichiers. Et avec ça, je pense que j'ai fait le tour. Si tu as encore des questions, Hervé.